Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Qu'a-t-on retenu des années Covid, du confinement, du déconfinement, du reconfinement? Doit-on oublier cette période difficile ou au contraire s'en souvenir, en parler, la commémorer ensemble? Nos invités ce soir nous invitent en tout cas à nous replonger dans nos propres souvenirs, mais aussi dans les souvenirs du personnel soignant, des experts scientifiques, des hommes et femmes politiques, des profs, des jeunes, des journalistes, des humoristes et de ces métiers culturels dits non essentiels. Ils ont récolté les témoignages de 18 personnes, 18 vies chahutées par le Covid, 18 expériences qui nous parlent de solidarité, mais aussi de solitude et de repli sur soi. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Covid, les années oubliées, c'est le titre de l'ouvrage dans lequel on va se plonger ce soir et j'ai le plaisir de recevoir les 3 auteurs-autrices de ce livre publié chez Academia. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Alors, Olivier Luminet, vous êtes directeur de recherche au FNRS, professeur de psychologie de la santé et des émotions à l'UC Louvain et à l'ULB. Vanessa Lhuillier, vous êtes journaliste à BX1, vous avez couvert les effets du Covid sur la société notamment. Et Ludivine Poncio, vous êtes, journaliste au VIF. Et pendant la pandémie, vous avez suivi les questions de santé au soir. Et alors, j'ajouterais juste que ce livre, il est complété d'un podcast, on aura l'occasion d'en parler. Alors, j'ai envie de me tourner vers vous d'abord, Olivier Luminet. Ce livre, il nous pousse à nous replonger dans cette période marquante, traumatisante pour certains. Vous nous incitez à ne pas oublier cette période. Pourquoi on ne pourrait pas l'oublier finalement ? Parce que c'est une période majeure, en fait. Qui que l'on ait été à cette époque-là, dans n'importe quelle position, lieu de profession, c'est un événement exceptionnel en fait. C'est un événement qui, heureusement, se passe rarement, mais qui a véritablement bouleversé nos vies, nos habitudes, nos convictions les plus profondes sur plein d'aspects. Et donc, faire comme si ça n'avait pas existé, c'est nier en fait une réalité énorme. Il se fait que maintenant, on a un tel changement et on ne veut plus y penser, donc on peut presque faire comme si ça n'avait pas existé. Et donc, le livre essaye d'un petit peu lutter contre cette tendance assez classique, après un événement quand même assez traumatique, où on a cette tendance naturelle à essayer de le mettre de côté. Le mettre de côté et aussi ne retenir finalement que les aspects, peut-être les souvenirs les plus positifs. On oublie un peu les souvenirs négatifs finalement de cette période, vous avez l'impression ? Oui, alors ça, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. La mémoire fait le tri, et donc c'est une de nos capacités assez extraordinaires, c'est de faire le tri dans ce qui s'est passé. Donc, je ne plaide pas pour réactiver plein de souvenirs négatifs, mais pour en parler, parce que justement, avec cette prise de distance, on peut en parler d'une autre manière, et c'est justement ça qui est intéressant. Des gens qui ont vécu des choses très difficiles à l'époque, en faisant l'effort d'en reparler avec d'autres, vont en tirer sans doute des enseignements et vont avoir une autre vision des choses. Mais on va continuer à en discuter, notamment sur comment en reparler et comment aussi peut-être commémorer ce type d'événement. Mais je me tourne vers vous, Vanessa Lhuillier et Ludivine Poncio. Vous avez mené les interviews avec Olivier Luminet. Et du coup, vous avez rencontré ces 18 personnes qui vous ont parlé de leur vécu du Covid, du confinement, du reconfinement, du déconfinement. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, lors de ces rencontres ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné, marqué, auquel vous ne vous attendiez pas peut-être ? Alors oui, il y a quelque chose qui nous a vraiment marqué, c'est l'émotion en fait. Dans un premier temps, quand on a contacté ces personnes, certaines disaient qu'elles étaient un peu réticentes, qu'elles n'avaient pas trop envie de ressasser des mauvais souvenirs. D'autres disaient qu'elles avaient un peu avancé dans leur vie, elles ne savaient pas trop si elles avaient envie d'en reparler. Et puis d'autres personnes nous disaient oui, pas de problème, je suis à votre disposition. Et donc on rencontrait ces personnes et pour la plupart, en fait, la première semblait plutôt détendue, plutôt à l'aise et ouverte avec le sujet. Et donc au fur et à mesure des questions, en fait, tout d'un coup, il y avait comme ça une émotion qui revenait, qui remontait. Et certaines personnes avaient vraiment ça allait jusqu'aux larmes. Vraiment, on sentait qu'il se passait quelque chose quand elles abordaient des événements. Et ce qui était assez marquant, c'est que parfois, ces événements pouvaient sembler anecdotiques, en fait, parce que ce sont des choses qui, pour elles, dans leur vie, ont été très marquantes. Et à ce moment-là, il y a eu un déclencheur, quelque chose qui a généré ou de la souffrance ou de l'anxiété. Et donc, quand elles racontaient certaines anecdotes, souvent, elles s'effondraient un peu. Et ça nous a vraiment marqué parce que tant de temps après les faits qu'il y a encore une émotion si vive et ces personnes étaient elles-mêmes étonnées en fait de ce que ça générait en elles, cette interview. Et puis à la fin aussi on avait l'habitude de demander comment elles se sentaient
après, généralement c'était 1 heure, 1 heure et demie d'entretien, parce qu'il faut quand même avoir le temps de creuser. Et la plupart disaient que ça leur avait fait du bien, en fait, qu'elles aient une appréhension ou qu'elles se disent on va y aller plutôt de manière tranquille. En fait, généralement, elles disaient que ça leur avait fait du bien de reparler de tout ça, parce qu'elles n'avaient pas l'occasion d'en parler si longtemps. Généralement, ça se fait avec la famille, les amis, les collègues, on en parle un peu, mais on n'en parle pas en profondeur. Pas en profondeur. Ouais. Mais avant de vous donner la parole, Vanessa Lhuillier, j'ai envie de vous faire réagir, Olivier Luminet, sur ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, ça s'entend fort, notamment dans les podcasts, on sent qu'il y a une vraie émotion. Est-ce que c'est la preuve pour vous qu'il y a une espèce de résidu traumatique, un trauma qui n'a pas été soigné, discuté ? En tout cas, dans certains des récits, on peut effectivement penser que le moment où l'émotion revient de manière aussi massive, c'est sans doute qu'elle n'a pas été entièrement traitée. Je pense par exemple à l'infirmière qui était directement en contact aux soins intensifs avec les patients. Elle a affronté tellement de choses qui étaient difficiles à dire, en plus qui étaient difficiles à partager avec d'autres. Et à sa grande surprise aussi, elle s'est effondrée littéralement après 4-5 minutes d'entretien. Et donc quand on est submergé par ces émotions à ce point-là, c'est sans doute qu'elles n'ont pas été traitées entièrement. Et que donc il y a presque un effet cathartique et libérateur. Et donc effectivement, ce que disait Ludivine, dans beaucoup de cas, même les gens qui ont pleuré de manière intense pendant l'entretien se sentent mieux, bien soulagés d'avoir parlé en continu pendant 1 heure de tout ce qu'elles ont vécu à ce moment-là et de le lier à leur vie actuelle. Vanessa Lhuillier, est-ce qu'il y a autre chose, un autre point, un autre témoignage qui vous a particulièrement marqué ou... Mais là, je vais rejoindre effectivement ce que disait Ludivine. C'est vrai que l'émotion, c'était quand même assez fort. Et aussi de voir au niveau il y a plusieurs politiques aussi qu'on interroge dans l'ouvrage, qui étaient à la manœuvre à l'époque. Donc notamment, il y a Sophie Wilmès, et puis il y a aussi Christy Moréal, donc, qui était ministre de la Santé pour la Wallonie à l'époque. Et Yves Copiters qui effectivement est devenu grâce à sa popularité pendant la pandémie, ministre de la Santé maintenant. Et tous en fait nous expliquent un peu, donc surtout Christy Moréal et Sophie Wilmès évidemment, ce mode un peu, moi ce que j'appelle du pilotage automatique pour la prise de décision. Vous êtes là, vous avancez, vous ne pouvez pas vous arrêter et il n'y a pas de place à l'émotion personnelle dans ces cas-là. Et donc, pour revenir à ce dont on parlait pour les émotions, toutes les deux n'étaient pas forcément très favorables à l'idée d'en reparler. Sophie Wilmès a eu aussi une montée d'émotions avec des larmes aux yeux très très fortes quand elle parlait de sa propre maladie, de sa propre hospitalisation. Et Christy Moréal, à la fin de l'entretien, nous disait « Mais voilà, moi j'ai une boule au ventre, le fait de vous en reparler, c'est quand même très compliqué pour moi ». Elle a écrit tous ses souvenirs dans des carnets, elle a tenu un journal intime, elle se dit que peut-être un jour elle en fera quelque chose, mais c'est pas sûr. Et donc je pense qu'effectivement c'est des choses, les gens veulent le mettre derrière, en tout cas le mettre derrière cette période-là, et au final se rendre compte quand on en parle que c'est peut-être utile d'en parler, de rouvrir. Alors c'est peut-être un peu tôt, 5 ans, 6 ans par rapport au moment où on a fait les entretiens. Il faudra peut-être encore 5-6 ans supplémentaires pour que l'ensemble en fait, de la population arrive aussi à en parler et à se souvenir des moments qui ont été plus problématiques. Alors, il y a effectivement une des choses aussi qui m'a marquée dans la lecture du livre et dans la lecture des différents témoignages. Donc, vous allez, il y a différentes professions, il y a des profils connus, il y a des politiques, il y a des experts scientifiques qui apparaissaient souvent dans les médias, et puis après, il y a des profils non connus, voilà, des citoyens lambda, comme on dit. Mais tous et toutes parlent aussi de leur vie personnelle. On voit que le personnel, le professionnel, c'est beaucoup mêlé. Alors, je prends l'exemple, par exemple, de Philippe Devos. Il est anesthésiste aux soins intensifs au CHC de Liège. Il était président de l'APSIM pendant la pandémie. Il a été un des premiers à alerter sur le risque de saturation des soins intensifs. D'ailleurs, la ministre de la Santé de l'époque l'avait traité de drama queen. Et c'est vrai que dans son interview, il évoque aussi le fait qu'il a été mis au devant de la scène, il a été présenté comme une star, mais que ça a eu un impact très fort sur sa vie privée. Est-ce que ça, ce mélange vie privée, vie professionnelle, c'est arrivé dans beaucoup d'entretiens ?
Oui, c'est vrai qu'il n'est pas le seul, hein, Emmanuel André en parle aussi. Ce sont des personnes qui étaient dans leur milieu, qui n'avaient pas forcément de contact ou beaucoup de contact avec les médias, avec la population, et qui tout à coup se sont retrouvés comme ça au devant de la scène à devoir expliquer les choses, à devoir vulgariser, avoir une grande responsabilité finalement par rapport aux citoyens parce qu'ils étaient très écoutés. Et donc ces gens-là se sont lancés à corps perdu dans leur travail et dans l'élaboration aussi des mesures. Et ils ne se sont pas toujours rendus compte, en fait, à quel point ils se laissaient envahir par leur mission. Et c'est vrai qu'à un moment donné, lorsque les choses ont été un peu plus calmes, il y a comme ça eu une sorte de descente, en fait. Et au niveau familial, c'est vrai qu'ils expliquent que ça n'a pas été facile à gérer. Ils ont pris du recul, ils ont eu besoin de prendre du recul après pour aller mieux, parce qu'ils ont traversé, comme tout le monde, quelque chose de très très difficile, mais ils ont traversé quelque chose d'inédit sur le plan personnel et professionnel. Et donc on sent vraiment que maintenant ils ont une vue d'en haut où ils se disent en fait, est-ce que je ne suis pas allée trop loin, est-ce que j'ai réussi à gérer. Donc ils sont contents, je pense, de leur travail en tant que professionnels, mais c'est vrai qu'ils ont l'impression d'avoir perdu quelque chose au niveau familial qui n'a pas été facile à retrouver. Oui, et c'est vrai qu'on l'oublie, mais par exemple, Emmanuel André rappelle qu'il avait la police quand même devant chez lui. C'est des experts scientifiques qui étaient sous escorte policière, quoi. Je pense que c'est pas mal de montrer tous les sacrifices de ces personnes-ci. Je pense que pour beaucoup de gens, ils ne se rendent pas nécessairement compte de tout ce qui s'est passé. Et je pense que plusieurs témoignages rendent compte effectivement de moments d'une intensité absolument incroyable. Et pour revenir sur cette idée des stars du Covid, c'est vrai que certains restent peut-être sur cette idée-là, que ces experts, ils ont été sous le feu des projecteurs dans les médias. Donc ils sont devenus effectivement des gens populaires dans des classements de popularité. Ils étaient classés très très haut, mais c'était contre leur volonté. Et ça ne reflétait pas tout ce qui se passait dans le quotidien. Ils étaient assaillis non seulement de demandes des médias, et ils y répondaient bien volontiers, mais aussi, comme vous venez de le dire, dans des conditions difficiles. Enfin, il y a eu quand même un déferlement de haine à certains moments qui était très peu contrôlable et contrôlé, et dont ils ont dû vivre avec ça pendant un certain temps. Et donc, il y a quelque chose aussi de l'ordre de montrer l'envers du décor aussi, qui est sans doute important, parce que je pense que tout le monde ne se rend pas nécessairement compte de cet envers du décor, de ce que ça a pu créer et bouleverser dans leur vie. Oui, et c'est vrai que pour reprendre juste une citation de Philippe De Vos, il dit cela renvoie, on parle de stars du Covid, cela renvoie une image de strass et paillettes et de Lamborghini, alors que pour moi, c'était plutôt divorce et garde alternée. Voilà, ça donne déjà une idée assez claire de l'impact que ça a pu avoir sur lui. On parlait des médias. Ici, j'ai face à moi deux journalistes, Vanessa Lhuillier et Ludivine Poncio. Vous, dans votre travail journalistique, qu'est-ce que vous retenez peut-être de cette période ? Est-ce qu'il y a des choses qui a changé depuis dans la manière dont vous pouvez traiter les informations, vous traitez les témoins ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Est-ce que ça a marqué ? Ça a été aussi un tournant pour vous ? Moi, je pense que ce qui a beaucoup changé aussi, à cette période-là, c'est que ça a amplifié le phénomène plutôt de méfiance de la population envers les médias. On s'est aperçu quand même assez rapidement, en tout cas pour les médias audiovisuels, qu'on n'était plus écoutés, qu'on n'était plus entendus, qu'il y avait le lancement aussi de beaucoup de médias, on va dire, alternatifs, de gens qui faisaient leur propre chaîne sur Facebook, sur TikTok, peut-être parce qu'ils s'ennuyaient aussi un petit peu, mais qui véhiculaient aussi certaines informations ou désinformations, notamment plutôt au moment du deuxième confinement, quand il a commencé à y avoir des mesures sanitaires un petit peu plus fortes et les manifestations aussi contre la vaccination obligatoire, par exemple, ce genre de choses. Donc nous, c'est quelque chose qui a quand même changé la donne. Et ensuite, je pense qu'il y a un rapport aussi qui est différent aux scientifiques de manière générale, mais ça, je pense que Ludivine, elle peut mieux en parler que moi. Oui, Ludivine Poncio, vous qui travaillez effectivement sur les questions de santé, est-ce que ça a changé, notamment votre rapport aux scientifiques, aux experts scientifiques ?
Alors c'est vrai qu'au tout début, ce que je dis souvent, c'est qu'on était pris comme ça dans un tourbillon d'informations en fait. L'essentiel, c'était surtout d'expliquer le virus, expliquer ses effets, expliquer sa dangerosité. Et donc c'est vrai qu'on avait à notre disposition en fait un panel d'experts, mais qui était assez limité. C'était des gens qui étaient assez connus dans leur domaine, qui étaient assez disponibles, et c'était des gens tout à fait légitimes. Et donc on a commencé à les interroger, et puis on s'est dit qu'il fallait quand même élargir notre horizon et s'adresser aussi à d'autres experts peut-être moins connus ou voilà, qui faisaient des travaux différents. Mais on s'est vite rendu compte aussi qu'il y avait parfois des prises de parole de personnes qui étaient pas forcément les plus outillés, qui n'avaient pas forcément les connaissances les plus pertinentes. Et donc ça, c'était un peu difficile en fait de faire le tri parmi qui était vraiment légitime. Et puis il y avait aussi des scientifiques qui avaient des positions un peu divergentes. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on leur accorde du crédit? Et donc en fait, finalement, je pense, avec le recul aujourd'hui et notre manière de travailler aujourd'hui, c'est que on a vraiment appris à multiplier vraiment le nombre de contacts et vraiment avoir le plus possible d'avis qui puissent se confronter et vraiment dégager une vérité là-dedans. Après, c'était, je pense, des gens qui étaient tout à fait de bonne foi, mais tout le monde était dans l'inconnu, y compris les scientifiques. Et donc, c'est vrai que c'était difficile pour eux, parfois, de se positionner. Et d'ailleurs, quand ils se positionnaient d'une certaine manière, ils recevaient aussi souvent des réactions de la population. Il y avait de l'agressivité. Donc, c'était vraiment pas facile pour eux. On leur demandait des choses précises, on leur demandait quand, on leur demandait combien, et ils ne savaient pas toujours répondre à ça. Et donc, c'était très difficile pour eux. C'était difficile pour nous aussi d'évaluer, en fait, à chaque fois vers quelle personne on pouvait se tourner pour quel type d'information. Et puis nous aussi, on a dû apprendre plein de choses d'un seul coup, parce que personnellement, moi je ne suis pas spécialisée non plus en scienté, donc c'est quoi la différence entre un épidémiologiste, je vais y arriver, et un virologue? Enfin, par exemple, oui, ce on genre a de choses. découvert des nouveaux profils scientifiques, effectivement. Oui, l'ARN, personne ne savait, enfin moi je ne savais pas ce que c'était, comment ça fonctionne, et donc d'un seul coup, voilà, vous devez aussi apprendre beaucoup de choses en tant que journaliste, en même temps, et personne n'avait vraiment de réponse non plus. Mais c'est vrai qu'on avait parfois l'impression d'être des étudiants en biologie. Enfin, je veux dire, parfois on avait des interlocuteurs. Alors certains ont vraiment des facultés pour vulgariser, d'autres un peu moins. Et c'est vrai que pour nous-mêmes, c'était pas toujours facile d'expliquer clairement les choses de manière précise, mais sans non plus susciter l'anxiété. Je pense que les rédactions ont fait aussi un travail, peut-être un examen de conscience par rapport à l'anxiété qu'on a pu véhiculer en fait. C'est vrai que on a parfois pu être non pas alarmiste, parce que la situation était évidemment très très grave, mais parfois il y avait peut-être une manière de tourner les choses pour être didactique, pour être dans l'information sans forcément être trop dans l'émotion. Et je pense que beaucoup de rédactions ont réfléchi à ça par après, ils font aujourd'hui plus attention à ça. On a parlé d'experts, on a parlé d'anxiété. Du coup, je me tourne vers vous, Olivier Luminet, parce que vous, déjà, pendant cette période Covid, on a commencé aussi à vous entendre, et vous alertiez sur les problèmes de santé mentale. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est de plus en plus documenté, le fait que ces confinements à répétition ont eu un impact sur la santé mentale des Belges, et en particulier des jeunes. Est-ce que, et avant peut-être de continuer à creuser ça, mais est-ce que peut-être le point positif du Covid, c'est qu'on parle du coup beaucoup plus de santé mentale aujourd'hui qu'avant? Alors ça c'est clair, c'est devenu un peu moins un tabou, c'est quelque chose dont on accepte de parler plus facilement, et un peu plus le mettre sur le même pied que la santé physique, parce qu'avant le Covid, je dirais qu'il y avait un décalage énorme entre les deux. Et la santé mentale, c'était toujours la petite partie qui venait après, dont on parlait brièvement, dont on parlait que quand il y avait une crise majeure. Ici, alors on en a trop peu parlé au début, mais à la fin de la première année, c'est vrai que c'est devenu un thème aussi majeur. Donc je pense qu'au moins, effectivement, ça a contribué, et particulièrement dans les médias, à mettre ce sujet au centre de l'actualité et à lui apporter une place qu'elle n'avait jamais eue avant. Ça, c'est certain. Alors maintenant, quelles sont les conséquences de ça?
Là, c'est peut-être que le bas blesse un petit peu. C'était un sujet hautement documenté et mis à l'avant-plan pendant la campagne électorale en 2024, où les partis ont dit on ne doit plus commettre les mêmes erreurs, il y a vraiment un défi à relever. Mais le défi, je pense qu'il est encore plus grand que ce que les politiques pensent, parce que les chiffres sont vraiment radicaux. Ils montrent des changements majeurs, alors qu'ils ne sont pas dus que au Covid, mais qui ont été amplifiés sans doute par le Covid, et qui montrent que c'est devenu vraiment un sujet de préoccupation majeur. J'espère qu'un jour, on pourra montrer que les dégâts sont en fait aussi graves que toute une série de maladies physiques classiques. Et les chiffres le montrent. Ces dégâts sont à ce point-là, en termes de nombre d'absences, de journées d'absence de travail, par exemple. Les problématiques de dépression, d'anxiété sont au premier rang de tous les types de maladies qu'on rencontre. Et donc, c'est vraiment un défi majeur. Mais là, l'essai n'est pas encore transformé, je pense. Mais il y a Saï qui témoigne dans votre livre. Alors Saï, on la connaît bien ici parce qu'il intervient dans le documentaire de notre collègue Pierre Sconbroth, Tout va s'arranger ou pas, et la suite, Tout s'est arrangé ou pas autour de la santé mentale des jeunes. Et il dit à un moment qu'il compare finalement le confinement à une cocotte minute. C'est un peu ça l'image, c'est que finalement il y a tout ce qui allait déjà mal a été mis sous pression et puis a explosé. Alors pour certains, oui, et ça, je pense, décrit très bien tout ce qu'il a vécu à l'époque du confinement, avec des difficultés familiales, avec des problématiques de santé mentale aiguës et une perte de sens complète au niveau de sa vie. Donc il y a effectivement toute une série de jeunes qui ont complètement décompensé pendant cette période-là. Donc on n'a plus autant de jeunes qui sont dans des situations graves, mais certains qui étaient dans une situation critique ne se sont peut-être pas nécessairement améliorés ou la situation s'est même détériorée. Heureusement, je pense que Saï le nouveau documentaire de Pierre Sconbroth montre aussi les capacités de résilience et montre aussi qu'il y a des possibilités de s'en sortir. Mais pour beaucoup qui sont trouvés très isolés et sans aucun contact avec d'autres, sans aucune structure, certains ont véritablement plongé, et on le voit maintenant dans les chiffres d'absentéisme, d'échecs scolaires par exemple, qui sont assez dramatiques. Alors on voit dans le livre et les différents témoignages qu'effectivement il y a toute une partie de la population qui a oublié certaines choses, ou veut oublier, ou essaye d'oublier. Est-ce que cette génération, peut-être plus jeune, 15-25, 15-30, elle sera marquée à jamais et peut-être aura encore plus de mal à oublier cette période ? Alors c'est sûr que cette génération entre 15 et 30 ans, effectivement, elle va s'en rappeler particulièrement, et ça c'est simplement un phénomène qu'on observe en psychologie. C'est une tranche d'âge qui est vraiment l'acquisition de l'identité. Et donc, quelle que soit nos générations, ce qu'on a vécu dans cette période-là, c'est en général quand on devient plus âgé, qu'on prend sa retraite, c'est vraiment les moments sur lesquels on revient. Donc, je suis convaincu que ces jeunes de 15-20 ans, quand ils auront 60-65 ans, ce sera un thème majeur, comme nos grands-parents nous parlaient sans cesse de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a toujours un effet différé. Donc, cet effet, il va nécessairement apparaître. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que ce soit peut-être reconnu plus vite, qu'on n'attende pas nécessairement 30 à 40 ans pour que ça émerge naturellement, mais que ça puisse être un sujet de discussion ouvert, surtout pour ceux qui ont vraiment eu beaucoup de mal et ont encore beaucoup de mal aujourd'hui, et qui ne savent pas très bien quoi tirer de cette période. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faudrait faire une sorte de cérémonie de commémoration ? On en fait pour les attentats, par exemple. Pour le Covid, il n'y a pas vraiment eu de commémoration, de monument pour les personnes qui sont décédées, qui ont souffert pendant cette période. Est-ce que ce type d'événement, de monument, par exemple, pourrait aider ? Il y en a certains qui disent en tout cas qu'ils auraient effectivement besoin. On a rencontré une personne qui a perdu ses deux parents du Covid. Lui, il dit effectivement, on n'a rien fait pour mes parents. Et en plus, à ce moment-là, on n'a pas pu non plus avoir un enterrement classique avec donc des gens qui peuvent venir, qui peuvent vous soutenir aussi. Donc cette phase de deuil, elle est un peu différente et certainement qu'elle n'est pas complète en réalité parce qu'elle ne s'est pas passée avec les rituels qu'on peut avoir d'habitude. Et donc lui dit, oui, pourquoi pas en fait, pourquoi on ne ferait pas une cérémonie ? Après, je pense qu'il y a d'autres personnes qui n'en ont pas forcément besoin en réalité et le problème du Covid par rapport à un attentat, comme vous le disiez, c'est qu'il n'y a pas de fin. C'est une maladie qui existe toujours.
Il y a eu un début, effectivement, il y a eu quelque chose de très fort avec ces confinements successifs, mais il n'y a pas vraiment de fin. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de Covid long, qui souffrent depuis 5 ans, 6 ans, et qui souffriront certainement à vie aussi de leur Covid long, avec des fatigues chroniques, des maladies chroniques, des problèmes certainement neuronales plus importants. Et donc, c'est compliqué de dire en fait à qui on va rendre hommage et à quel moment et qu'est-ce qu'on décide de faire. Je pense que c'est un peu là la difficulté de vraiment créer un moment de recueillement pour toute une société. Mmh. Oui. J'ajouterais aussi que c'est vrai qu'il n'y a pas de date symbolique, il n'y a pas de lieu symbolique non plus. Donc c'est vrai que la question, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait, dans quelle proportion, dans quelle mesure et comment on peut parler à tout le monde, en fait, puisque ça a touché absolument tout le monde. Comment on peut créer un événement ou un hommage qui parle à tout le monde à la juste mesure. Olivier Luminet, dans le livre, on voit qu'il y a eu différentes phases. Il y a eu des phases de solidarité fortes au début. Alors, il y a plein de petits exemples. Je pense à Emmanuel André qui parle de ses voisins qui venaient lui amener des repas devant chez lui. Évidemment, on se souvient des applaudissements pour les soignants. Mais on est passé assez vite quand même à une phase peut-être plus individualiste, plus de repli sur soi. Qu'est-ce qu'on retient finalement ? Qu'est-ce qu'on retient de cette période au niveau collectif ? Alors je dirais que heureusement, en fait, après coup, ces éléments de solidarité sont toujours présents dans nos mémoires. J'évoquais au début l'idée de la sélectivité de la mémoire. Donc on a tendance en général, après coup, avec du recul, à se rappeler de pas mal d'événements positifs. Donc je dirais heureusement parce que ça crée un équilibre par rapport au fait que pendant le deuxième confinement, les comportements étaient beaucoup plus individuels, beaucoup plus égoïstes. On est passé de la phase un peu, même j'oserais appeler d'excitation, parce que c'était complètement nouveau. En fait, beaucoup de gens décrivent on n'a jamais vécu ça. Il y a des sentiments positifs aussi qui émergent. Effectivement, quand on en parle, il y a des gens qui nous disent qu'ils l'ont très bien vécu et qui s'en souviennent de façon très très positive. Tout à fait, essentiellement du premier confinement. Puis quand on entre dans la phase chronique, là où on ne sait pas combien de temps ça va durer, il commence à y avoir des choses qui se maintiennent sur le long terme. Là, ça devient vraiment beaucoup plus difficile. Mais donc, je pense que ces quelques images quand même de solidarité vont rester et j'espère vont prendre conscience aussi du tournant qu'on a pris après, d'un tournant en fait extrêmement individualiste qui s'est manifesté dans l'après-Covid. Il y a, je pense, des leçons à tirer, en tout cas, en termes de l'importance de ces moments-là, parce que ces moments d'applaudissement, ça a été clairement quelque chose dans lequel le personnel soignant s'est senti soutenu, valorisé, et a eu l'impression que son travail avait du sens. Et puis après... Ils ont été vite oubliés. La perte de sens, elle a été aussi en partie due au fait qu'il n'y avait plus aucun soutien de la population. Et du coup, votre avis peut-être sur ce type de monument ou cérémonie, est-ce que ça pourrait avoir un intérêt pour vous ? Je pense que commémorer pour les victimes, c'est toujours important. On voit ça dans plein de situations, plein d'événements, que ce soit par des discours ou par des monuments. Les deux peuvent jouer. Alors effectivement, comme c'était souligné, les monuments, c'est un peu difficile. Même si, par exemple, à Londres, il y a un monument spontané de cœur qui commémore tous les morts et qui est parti vraiment de la base. Ce genre de monument spontané peut avoir de l'importance. Mais aussi d'autres lieux peuvent être importants. Mais alors le discours, je pense que les discours sont essentiels, qu'à un moment donné, à un moment d'un anniversaire, par exemple pour les 10 ans, il y ait quelque chose qui soit fait et une reconnaissance officielle de ces 30 000 morts, des bouleversements que ça a pu créer dans des familles. Je pense que ce serait vraiment un moment important. Et ça peut quand même soulager certaines personnes, comme notre témoin qui a perdu ses 2 parents à une semaine d'intervalle. Oui, et qui n'a pas vraiment pu faire son deuil et qui n'a pas pu les enterrer, en tout cas dans la dignité qu'ils auraient méritée. Donc Covid, les années oubliées, c'est le titre de l'ouvrage que vous avez coécrit tous les trois, donc Olivier Luminet, Vanessa L'Huillier et Ludivine Poncio. C'est publié aux éditions Academia et ça s'accompagne donc de podcasts. À la fin de chaque interview, il y a un QR code, on peut aller écouter le podcast, se plonger effectivement dans la voix, dans l'émotion de toutes ces personnes, de ces 18 témoins que vous avez rencontrés. C'est très riche et effectivement
intéressant. Je pense qu'au début du livre, vous dites j'espère que vous n'allez pas regretter de vous replonger là-dedans. Je peux dire en tout cas mon sentiment personnel, c'est que c'est très intéressant et c'est très instructif et riche en fait de se replonger là-dedans. Il y a aussi un petit test de mémoire très utile et on se rend compte qu'on oublie effectivement assez vite toute une série d'événements qui ont lieu. Donc j'invite très chaleureusement nos auditeurs, auditrices à se plonger dans ce livre. Merci beaucoup à tous les trois et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle soirée.